by global experts. Now we are going to cover the climate negotiations, and we are happy to welcome you in this Global Youth Climate Training Together Oxford. Nous sommes ravis de vous accueillir avec Oxford Net Zero et la Global Net Coalition pour cette dernière session. Encore une fois, rappelez-vous que nous faisons tout ce que nous faisons. Une petite planète bleue qui flotte quelque part dans l'espace, dans l'univers. Et nous sommes tous ensemble là-dedans. Donc, c'est parti. On va entamer cette dernière session et on est ravis d'être avec vous encore une fois. Merci beaucoup, Augustine. Je suis ravie d'être avec vous pour notre dernière session. Autre petit rappel, on apprend toujours après chaque session, donc n'hésitez pas après la session de partager sur les différents réseaux sociaux, Instagram, LinkedIn, Facebook, pour partager quelles ont été les conclusions principales pour vous de cette session. Et vous pouvez nous citer dans les différents hashtags. Donc voilà, n'hésitez pas à nous taguer avec le Global Youth Training 2020 2023. Merci beaucoup. Alors moi, je suis Alexis McGivern et ça a été un véritable plaisir pour moi de travailler sur ce sujet au cours des derniers mois. Je suis un peu triste que ce soit la dernière, mais je suis excitée par ce qui nous attend par la suite. Et aujourd'hui, nous allons voir quelles seront les étapes à suivre et comment faire des apprentissages de cette formation une réalité. Un petit rappel avant de commencer la session d'aujourd'hui. Une éminente figure de la lutte contre le changement climatique, Dr. Salim Huq, est décédé il y a quelques mois. Il est décédé récemment, malheureusement. Il avait participé à la deuxième session de formation il y a plusieurs mois et ça a été vraiment très triste d'apprendre cette nouvelle. Énormément de milliers et des milliers de personnes ont voulu commémorer cette figure emblématique. Il a travaillé dans cette formation et il a dédié une grande partie de son travail à la lutte contre le changement climatique. Et Brianna reparlera un petit peu de cette grande figure. Vous aurez un lien sur lequel vous pouvez rajouter également un mot de soutien pour les proches. En tout cas, le but, c'est de vraiment souligner le travail fantastique qu'il a fait au cours de ces dernières années. Alors, on voulait commencer la session en parlant de notre programme de formation. Alors, tout a commencé à la COP 27 pendant une discussion de jeunes. Alors, on parlait du fait que de nombreux jeunes se lancent dans cette action, se lancent dans la COP et sont un peu intimidés, particulièrement par le jargon utilisé par les Nations Unies. Et parfois, c'est un peu difficile de traduire le plaidoyer, le travail de plaidoyer que l'on fait dans le monde plus concret dans la sphère des Nations Unies. Donc, nous avons décidé de mettre sur pied une formation. Nous avons recruté des experts et des militants brillants pour être les formateurs de cette session. La jeunesse gagne de plus en plus de terrain dans la lutte contre le changement climatique, que ce soit à travers plusieurs espaces. Antonio Guterres a mis sur pied un groupe de conseil jeunesse, par exemple, et le but, c'est que la jeunesse puisse vraiment donner son avis sur la situation actuelle. Mais il peut y avoir un fossé, des lacunes en termes de connaissances techniques pour s'engager auprès du CCNUCC. Et le but, bien sûr, c'est de combler ce fossé entre le langage académique universitaire et les activistes. Alors, il y avait 3 objectifs principaux avec cette mission. Tout d'abord, s'assurer que les connaissances des experts et leur point de vue, leur expérience puissent permettre d'impliquer aussi le mouvement de la jeunesse dans la lutte contre le climat. Le but est également de tout rassembler sur terra.do pour garantir l'accessibilité. En termes d'accessibilité, bien sûr, nous voulons que tout soit gratuit et que ces documents, cette formation soit accessible dans 4 langues différentes et que les enregistrements soient également disponibles.
Alors, on a très rapidement mis sur pied cette formation et nous avons reçu 10 000 candidatures et nous en avons ajouté, et nous en avons accepté 5 000. Mais qui êtes-vous? Eh bien, ça, c'est une bonne question. Nous avons un très bel éventail de participants. Vous pouvez voir à l'écran les tranches d'âge. La plupart d'entre vous ont entre 21 et 25 ans. Ça, c'est vraiment incroyable. À peu près, et 65% d'entre vous s'identifient comme des pays, comme venant de pays qui essuient très sévèrement les conséquences du changement climatique. Donc, on est vraiment ravis que vous ayez pu suivre cette formation. Nous avons énormément appris et moi, j'ai hâte aussi de réussir à réitérer ce programme dans les années à venir. Dans notre formation, nous avons abordé énormément de sujets différents. C'est notre 13e session. Je sais que ça nécessite énormément d'efforts, de temps et d'énergie, particulièrement dans le cadre d'un cours en ligne. On passe déjà énormément de temps sur des écrans. Donc, j'espère que malgré tout, vous avez trouvé que cette session a été inspirante. Au début, nous avons commencé en parlant de la structure du CCNUCC. Nous avons parlé des pertes et des dégâts, de l'adaptation, de sessions sur l'atténuation. Nous avons parlé de la finance climatique. Nous avons eu euh, une session également sur les acteurs non étatiques, une autre sur la politique du climat, une autre sur le changement climatique et la question du genre, une autre sur les différents litiges et conflits climatiques, une autre sur le changement climatique et les peuples autochtones, et enfin un autre sur le changement climatique et la nature. Tout cela n'aurait pas été possible sans nos bailleurs de fonds, nos contributeurs, tous ceux qui nous ont soutenus. Alors bien sûr, il y a toute une, il y a la coalition qui a réussi à financer et à soutenir tout cela. Nous avons reçu énormément de donations de l'interne. Nous avons reçu un soutien de l'école Smith, euh, qui nous a soutenus de manière très, très active dans le cadre de ce programme. Et nous avons également été soutenus par l'Université d'Oxford. Et nous avons fait tout cela également grâce à deux partenaires incroyables. Avec Echo Interpreters, comme vous savez, chaque semaine, à chaque session, il y a des interprètes qui garantissent un service d'interprétation simultané en 4 langues, en français, anglais, espagnol et portugais. Et cela, ça nécessite énormément de temps de formation. Il faut extrêmement bien coordonner. Les équipes des interprètes, il faut envoyer les documents à l'avance. Et Echo Interpreters a été un partenaire vraiment crucial et a fait un travail fantastique. Autre partenaire, c'est Terra, comme vous le savez. Nous générons énormément de documents que nous publions sur sur cette plateforme. Enfin, cela génère beaucoup d'argent et c'est grâce à eux que nous réussissons à récolter les fonds et que nous allons pouvoir utiliser les fonds générés sur leur plateforme. Et enfin, je voulais souligner toute l'équipe de personnes incroyables que nous avons. Nous avons des personnes qui viennent du monde entier dans différents fuseaux horaires, venant de différentes cultures, différentes expériences. Et on ne s'est jamais retrouvés en personne encore. Euh, on n'a jamais tous été dans la même pièce, mais vraiment, nous travaillons main dans la main. Euh, nous avons été très stressés ensemble, nous avons été très motivés ensemble. Donc, nous avons tous été vraiment ravis de faire partie de ce programme. Voilà, donc je voulais un peu souligner la diversité de notre équipe. Et à présent, je vais donner la parole à Agustine qui va nous présenter l'ordre du jour d'aujourd'hui. Voilà, merci. Merci beaucoup, Alexis. Donne-moi juste une petite seconde. Je fais une photo pour notre page Instagram et je vous encourage tous à faire la même chose aujourd'hui parce qu'il faut continuer à partager sur les réseaux sociaux cette dernière session de l'année. Et comme vous allez le voir sur notre ordre du jour, euh, eh bien, on a encore du pain sur la planche. Et je veux vraiment remercier Alexis, parce qu'Alexis a vraiment été le pilier, a été la clé de voûte de cette formation. Et, et nous avons réussi à accomplir énormément, notamment grâce aux efforts qu'elle a fournis.
je diffuse en direct des montagnes de Tukai, un parc national. Donc, on vient tous d'endroits différents. Mais ce que je voulais souligner, c'est que en octobre et en novembre, nous sommes là. Il y a énormément de choses à faire. On sent également les vagues de chaleur. On voit que le soleil, quand il y a plus de soleil, les températures ont augmenté, elles sont au-dessus des normes saisonnières. Donc, donc voilà, ce sont de simples constats. Mais quel est le programme pour aujourd'hui? Eh bien, aujourd'hui, nous allons avoir une présentation de Brianna Kraft. Il y aura ensuite des questions. Ensuite, on donnera la parole à Justina. Ensuite, on fera une petite pause. Puis, on vous présentera le programme que le Global Youth Coalition va lancer. Ensuite, on aura un instant de musique avec le groupe Kichwa qui vient d'Équateur. Et nous aurons une deuxième partie qui permet de se retrouver dans des salles séparées. J'ai vu qu'il y avait déjà des questions dans le chat des questions. Est-ce qu'on va être à la COP? Eh oui, on sera à la COP. Alors, nous, on veut avoir votre retour. On veut savoir ce que vous pensez. Donc, vous pouvez scanner ce QR code. Alors, n'hésitez pas à scanner ce QR code. Le but, c'est de savoir quels sont les points principaux que vous retenez de la session d'aujourd'hui à la suite des prises de parole des différents orateurs. Quelles sont les leçons principales que vous retenez de cette session? Et c'est extrêmement important pour nous ici. Parce que la Global Youth Coalition et Oxford Net Zero vont écrire voilà, un rapport de conclusion à la suite de cette session. Et ensuite, nous allons générer un guide qui va vous permettre aussi d'utiliser cela à votre avantage, notamment pendant la prochaine COP. Moi, je me sentais vraiment très submergée par tout ce qui se passe, par tout le jargon, par les institutions, etc. Il y avait tellement de choses à apprendre et je ne savais même pas par où commencer. Et c'est pour ça qu'avec Alexis, on a mis sur pied cette formation. Et là, on en est à la dernière session et je suis ravie d'être avec vous encore une fois. Alors c'est parti, on va y aller. Merci beaucoup, Agustin. Alors sur ce, je vais commencer à présenter notre première oratrice de la journée. Nous avons avec nous Brianna Kraft. On a beaucoup de chance. Brianna a commencé à travailler dans l'espace de négociation des Nations Unies en 2011. Elle travaille aujourd'hui sur les négociations sur le changement climatique au CCNU-CC. Elle est également, elle a plusieurs années d'expérience sur le renforcement de capacités auprès des différents délégués nationaux. Aujourd'hui, Brianna fait partie du groupe de négociation du CCNUCC. Elle est, elle organise également des ateliers et échange avec plusieurs négociateurs. Elle a également publié récemment son livre. euh, Tout cela qui reprend son expérience, un peu son parcours personnel et voilà le sujet un peu des négociations. Je ne sais pas si Brianna, tu voudrais revenir dessus un peu à la fin de la réunion, ce serait super. Ensuite, on aura une session de questions-réponses et Brianna pourra répondre à vos questions. Mais sur ce, je donne la parole à Brianna. Merci beaucoup d'être avec nous. Merci beaucoup pour cet accueil très chaleureux. Moi, je me sens très privilégiée d'être avec vous aujourd'hui, très chanceuse. Alors, je vais commencer en disant, en souhaitant célébrer la mémoire du docteur Salimul Huq. Salim est la personne qui a fondé d'ailleurs le groupe Changement climatique au Royaume-Uni. Et
apprendre son décès le week-end dernier a été une nouvelle vraiment très choquante. C'était un véritable mentor pour moi quand j'ai commencé mon travail de négociation sur le changement climatique. Moi, ma première COP, c'était en 2011 en Afrique du Sud et il m'a mis au parfum, il m'a préparé, il m'a briefé, il m'a expliqué l'histoire de toutes les différentes COP. Il a partagé généreusement ses connaissances avec moi et je pense que nous serons très nombreux à penser à lui aujourd'hui et notamment pendant la prochaine COP. Je sais qu'il aurait adoré rencontrer chacun et chacune d'entre nous en tant que négociateur et voilà, je voulais juste prendre un instant pour honorer sa mémoire. Merci en tout cas. Et moi, je suis ravie de savoir aussi que vous avez pu l'entendre, notamment pendant la deuxième session de ce programme de formation. Alors aujourd'hui, je vais parler des négociations sur le changement climatique et je vais vous donner quelques conseils pratiques. Alors voyons voir si je peux changer de diapositive. Très bien, ça marche. Alors, je vais faire un petit récapitulatif de qui je suis et de ce que l'on fait. Ensuite, je vais parler très concrètement de comment est-ce qu'on se prépare pour des négociations, comment est-ce qu'on prépare des brouillons, et comment est-ce qu'on gère l'entrée de nouvelles personnes autour de la table des négociations. En l'occurrence, c'est vous, la jeunesse, et nous, on est ravis de vous accueillir. Et je suis vraiment ravie que vous soyez tous là. Mais voilà, lorsque une nouvelle personne rentre autour de cette table de négociation, quel est le meilleur moment pour engager les négociations et quels sont vraiment les meilleurs conseils pratiques? J'en ai quelques-uns à vous donner puisque j'ai 10 ans d'expérience dans ce domaine. Donc, j'espère que ça vous servira aujourd'hui. Alors, comme Alexis l'a dit, moi, je fais partie du groupe de négociation climatique depuis de nombreuses années. Vous avez notamment partie de la délégation gambienne. Euh, et en 2011, j'ai rejoint un groupe spécial. En 2015 aussi, ça a été un moment très, très fort. On s'est concentré particulièrement sur les accords de Paris. Je fais partie notamment du groupe des pays les moins développés. Et je suis dans ce processus depuis de nombreuses années. Notre objectif principal aujourd'hui, c'est de donner des ateliers, des formations pour de nouveaux négociateurs et expliquer comment tout cela fonctionne, quels sont les rouages de cette négociation, comment faire avancer les choses une fois sur place. Donc, je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui et surtout, n'hésitez pas à poser vos questions. Je sais que c'est beaucoup, beaucoup d'informations, mais c'est votre formation, donc saisissez-en vous, profitez-en et demandez toute clarification qui serait nécessaire. Le but est que tout soit le plus limpide pour vous. Alors, je voulais faire un petit rappel des pays pour lesquels je travaille. Dans le cadre des pays les moins développés, parmi ce groupe, on retrouve les, les 46 pays, 47 pays les moins développés sont un groupe listé par les Nations Unies. C'est un groupe qui a été créé dans les années 2000. C'est d'ailleurs le professeur Salim Hook qui a vraiment poussé pour que ce groupe soit créé. Comme beaucoup d'entre vous le savent déjà, ce groupe représente environ 1 milliard de personnes qui génèrent à peine 1% des gaz à effet de serre en moyenne. Mais ce sont les pays les plus touchés par les effets du changement climatique. Le but, bien sûr, est euh,
d'appuyer la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Et ce groupe peut être peut organiser plusieurs réunions tout au long de l'année. Il est présidé par une personne. Aujourd'hui, c'est le représentant du Sénégal qui préside ce pays. Donc là, je suis avec l'équipe, je travaille étroitement avec l'équipe sénégalaise pour les aider dans leur travail. Là, vous pouvez voir un petit aperçu de ce que l'on fait la plupart du temps, à savoir négocier des textes, parcourir des textes et les faire passer pendant les négociations sur le climat. Donc, si vous êtes à la COP et que vous me voyez faire quelque chose qui ressemble à cette photo, eh bien, en fait, c'est ça, c'est mon métier, c'est qui je suis et ce que je fais. Mais je serais ravie de vous rencontrer et euh, d'en savoir plus également sur vous. Alors, peut-être que vous avez déjà abordé ce sujet, mais je voulais quand même faire un petit rappel et parler des différents processus de négociation et des différents groupes. Comme vous le savez, le CCNUCC opère avec plusieurs groupes. Il n'y a pas de système de vote, il n'y a pas de règle de majorité. Les décisions sont prises sur un principe de consensus. Donc, cela veut dire, puisque l'on applique ce modèle de consensus, que la position d'un groupe est très, très forte. Et c'est assez inhabituel de la part des pays de parler euh, de manière individuelle. Et en général, les pays s'expriment à travers les groupes. Donc, on a le groupe pour la région Afrique, le groupe pour les pays les moins développés, etc. Donc, plus le groupe est gros, plus le groupe a du pouvoir. On a le G77 avec la Chine, composé de 134 membres, principalement composé de pays en développement. Et pour savoir qui est considéré comme un pays en développement ou développé, c'est le CCNUCC qui a fixé ces critères. Et il y a une liste d'ailleurs qui est accessible. C'est d'ailleurs, ça peut être très intéressant pour vous de jeter un coup d'œil à cette liste. Il y a, euh, il y a vraiment cette liste qui fait la différence entre les pays développés et les pays en développement. Donc, c'est toujours bon de savoir qui est quoi. Les pays développés travaillent également en groupe. Il y a le groupe de l'Union européenne ou le groupe parapluie. On a aussi le groupe d'intégrité environnementale, entre autres. Donc, le but vraiment, c'est d'atteindre un consensus sur les différentes problématiques qui sont parmi les priorités fixées. Alors, à présent, je vais un peu vous expliquer comment moi je me prépare pour des négociations. Et là, voilà, c'est directement en lien avec la COP. Je pense que vous avez déjà abordé le sujet des négociations du CCNUCC, sûrement pendant l'année, mais il y a au moins une session qui a lieu pendant l'été. Et en fonction de calendrier, on peut organiser plus de sessions. Mais il y a plusieurs réunions de comités, de groupes en dehors des négociations. Donc, beaucoup de personnes avec qui je travaille sont dans le groupe par pays, mais se réunissent vraiment de nombreuses fois par an. Le but, vraiment, c'est de toujours garder du temps pour échanger avec les gens. Et bien sûr, la COP, c'est vraiment le moment d'effervescence. Et parfois, c'est un peu difficile d'être impliqué dès le début si on commence avec la COP. Donc, c'est toujours bien d'avoir un travail en amont. Et il y a beaucoup de moments tout au long de l'année et en dehors de la COP pour commencer à créer des liens. Donc, pour moi, le conseil principal lorsqu'il s'agit de se préparer, c'est de choisir un sujet thématique des négociations. Euh, de mon côté, c'était le transfert et le développement de technologies, mais il y a d'autres sujets comme l'atténuation, la finance climatique ou autre. Et c'est très important de se concentrer sur un sujet thématique
Et ensuite, vous allez devoir lire, passer en revue l'agenda provisoire et les négociations précédentes. Donc, l'agenda pour cette année vient d'être publié. Il y a l'agenda pour la COP, pour le CMP, pour le CMA, pour le SBA et pour encore une autre réunion. Donc, vous allez devoir lire tous ces agendas et voir à quel moment de la journée les sujets et thématiques vous concernant sont mentionnés. Le but, c'est de voir comment les négociateurs vont parler de ce sujet, qu'est-ce qu'ils vont vouloir aborder et comment pendant cette session. Donc, il faut un peu aussi se préparer en termes d'état d'esprit, comprendre et anticiper ce que les gens souhaitent obtenir et atteindre dans le cadre de ces négociations. Donc ça, c'est très important. Donc, lisez bien tout cela. Je vais continuer avec un exemple. Alors, j'en ai parlé brièvement, mais c'était juste pour faire un petit rappel des organes de prise de décision. Donc, il y a la COP, la conférence des parties pour la réunion des parties du protocole de Kyoto et la conférence des parties concernant l'accord de Paris. Il n'y a pas beaucoup de discussions concrètes qui ont lieu dans le cadre de ces entités. S'agit principalement de se mettre d'accord pendant le dernier jour des négociations. Ces entités ont des numéros différents en fonction du nombre de fois qu'elles ont été convoquées. Donc la COP est l'entité qui a été la plus convoquée, donc COP 28. Le CMP a été convoqué moins de fois, à savoir 12. Et on retrouve les décisionnaires. Et bien sûr, tous les pays font partie de la Convention. Donc ça, c'était pour les entités décisionnaires. Ensuite, on retrouve d'autres entités. On a les organes subsidiaires, à savoir les organes permanents qui soutiennent la COP, le CMP et le CMA. Nous avons l'organe subsidiaire de mise en œuvre et l'organe subsidiaire pour les conseils scientifiques et technologiques. Donc, certains sont là pour souligner des avancées, pour s'assurer aussi principalement que le travail concret des négociations soit bien appliqué. Donc, le but, c'est vraiment d'anticiper, de savoir ce qui se passe. Alors, sur cette diapositive, je sais que c'est un peu submergent et d'ailleurs, elle est dépassée. Il y a des changements qui ont été faits, elle n'est plus à jour. Mais le but, c'est de souligner les entités de négociation, mais il y a aussi des comités, un bureau, d'autres entités qui travaillent tout au long de l'année. Donc, pour prendre un exemple, par exemple, pour le transfert et le développement de technologies, moi, je lis l'ordre du jour des 5 entités de négociation, mais pendant le reste de l'année, je vais aussi voir quel est le travail qui est fait avec le mécanisme de transfert de technologie. Il y a aussi le comité de conseil pour le transfert de technologie. Ils se réunissent 2 fois par an et le but, c'est de s'assurer qu'il y a bien une mise en œuvre des décisions. Et chaque groupe a un comité qui y est associé. Donc, si vous souhaitez vous impliquer ou conseiller, disons, plusieurs postes, plusieurs groupes tout au long de l'année, bah, c'est intéressant de savoir important de savoir qu'on peut se tourner vers ces différents groupes, mais tout au long de l'année. Pour le sujet finance, il y a plein de bureaux, plein de comités. euh, les, le CCNUCC est le système vraiment le plus compliqué. Et donc, c'est vrai qu'il y a énormément de choses à dire, énormément de comités et de groupes, et on ne va pas pouvoir tout aborder en une session, mais c'était pour vous donner un aperçu. Donc, pour me préparer,
J'ai lu un peu tous les agendas et j'ai parlé du mécanisme de transfert. Donc, c'est quelque chose que j'ai fait pour notre COP. Mais si quelqu'un voulait faire le transfert de technologie, c'était l'élément à l'agenda numéro 7. Donc, il y a divers éléments qui étaient abordés lors de la COP et je savais exactement à quel moment ces discussions allaient avoir lieu. J'ai également consulté ce qui a été abordé à Bonn, lors de la réunion de Bonn. Et avec toutes ces informations, je les ai retrouvées dans l'ordre du jour avec les annotations. C'est important parce que quand je suis arrivé aux négociations, ce sont les éléments que je devais trouver et ce sont les choses que je devais savoir pour suivre le sujet du transfert de technologie. Donc, si vous voulez faire un suivi des négociations, c'est un peu ce genre de choses que vous devez faire pour le sujet qui vous intéresse. Donc, diapositive suivante. Maintenant, vous avez votre liste de ce qui va être débattu et où cela va être débattu. Mon document préféré est le Overview Schedule, donc l'agenda général. Donc, cela peut vous donner des informations sur ce qui va se passer au cours des 3 semaines de la COP. Donc, la COP dure 3 semaines. La première semaine est une semaine pré-session. Les groupes des pays se réunissent pour déterminer leur position avant la session. Donc, les pays les moins développés se réunissent au début, en général, pour 2 jours. Ensuite, les petits États insulaires. Et ensuite, pendant les 2 mêmes jours, le groupe africain. Et ensuite, encore 2 jours avec le G77 et la Chine. Je n'ai jamais été dans cette réunion, mais il est important de savoir, pour avoir de l'influence, pour être impliqué dans les négociations de nos pays, il est important de savoir que la COP commence avant les négociations. Donc, on a une semaine de préparation. Ensuite, les négociations commencent. Vous saurez très bien à quel moment les négociations au haut niveau auront lieu, mais la première semaine est dédiée aux questions techniques et la deuxième semaine est dédiée aux questions politiques. Il y a des sessions au niveau ministériel et il y a des sessions au niveau étatique. Parfois, cela peut être un peu différent, hein. Parfois, ce sont les chefs d'État qui commencent à négocier pour bien établir leur position. Donc, ils parlaient au début de la semaine. Donc, pour la prochaine session, nous attendons un peu quel sera l'ordre du jour exact. Mais en général, les négociations techniques ont lieu la première semaine. Et ensuite, les sujets qui n'ont pas été résolus au niveau technique. Il est important de savoir cela parce qu'en fonction des sujets que l'on veut suivre, il est important de savoir quand on pourra intervenir. La plus grande partie de mon travail sera faite la première semaine de la négociation, à l'exception des choses liées à la finance. Donc, nous avons souvent des thèmes liés aux mécanismes de technologie liés
à la finance, mais en général, tout ce qui est tout cela est lié à la politique, donc c'est en général la deuxième semaine. Donc, en consultant cet agenda, vous saurez à quel moment vous êtes, on aura besoin de vous et quand vous pourrez intervenir. Au niveau politique, on ne verra pas beaucoup d'avancement d'ici la 3e semaine de la réunion. Diapositive suivante. Je vais aussi expliquer comment on passe des projets de décision et comment ils évoluent au fur et à mesure pour devenir des décisions finales. C'est un peu résumé, je vais expliquer, mais vous pourrez me poser des questions ensuite. Donc, les négociations commencent par une session préliminaire avec les 5 organes. Donc, c'est une grande réunion qui démarre les négociations, qui est traduite dans toutes les langues de l'ONU. Et donc, chaque président de chaque organe va lire son ordre du jour et va lire chaque point de l'ordre du jour pour qu'il y ait un accord. Donc, si vous avez fait votre travail, vous savez quel sera l'ordre du jour. Vous saurez donc à quel endroit, à quel moment aura lieu votre travail. Ensuite, vous pouvez donc prendre des notes et vous pouvez aller à la première réunion. Et donc, ces réunions sont des négociations ouvertes. Elles sont annoncées dans le programme du jour. Elles sont ouvertes aux partis et aux observateurs. Elles ne sont pas traduites, mais elles sont présentées par les secrétariats avec des co-facilitateurs. Et donc, ils vont discuter de textes. Ils vont décider de ce qui va être décidé lors de la prochaine session. Donc, ces réunions, en général, une durée d'1 heure. Le travail n'est pas possible de terminer en 1 heure. Pour continuer la discussion, les parties ont des réunions informelles pour avoir des discussions en petits groupes. Les réunions informelles ne sont pas toujours informées dans l'ordre du jour et elles ne sont pas toujours ouvertes aux observateurs. Donc, cela dépend du choix des parties, si elles veulent des observateurs ou non. Les réunions informelles ne sont pas toujours terminées par une conclusion, par un accord, mais les parties qui sont impliquées dans la négociation vont dans une réunion informelle. Donc, c'est une réunion encore plus informelle, il n'y a pas de secrétariat, ces réunions ne seront pas annoncées. Elles sont tenues dans une salle, souvent le soir, tard. Et donc là, dans ces réunions informelles, on recherche un consensus. En cas de consensus, elles reviennent vers ce consensus à la réunion informelle. S'il y a un consensus des parties, cette idée revient en groupe de contact qui est ouvert à tout le monde. Donc, dans ce groupe de contact, ils présentent leur consensus à toutes les parties, tous les observateurs, tous les secteurs, etc. Et avec un peu de chance, ce point est renvoyé à la séance plénière pour adoption. Donc, ce n'est pas forcément un processus linéaire. Parfois, cela marche, parfois, ça ne marche pas, parfois, cela revient, parfois, cela repart en avant, repart en arrière. Donc, c'était pour vous donner une idée un peu générale de ce qui peut se passer, comment les brouillons, les projets de résolution sont prévus et comment ils sont élaborés. Je vais un peu résumer encore à quoi ressemblent ces réunions. Il y a des réunions de coordination aussi, et des réunions bilatérales. Donc, il y a chaque jour 2 réunions de coordination, une à l'heure du repas pour faire le point sur le progrès qui a été fait,
et pour parler des prochaines sessions qui auront lieu. Et ensuite, les bilatérales sont encore plus petites, encore 2 petits groupes ou 2 parties. Et elles se produisent en général très tard le soir, lorsqu'il y a des réunions informelles. Donc, c'est lorsqu'on essaye d'obtenir un consensus, quelle que soit la manière. Si vous avez un badge de partie, vous êtes invité à toutes les réunions. Si vous n'en avez pas, vous ne serez invité qu'à quelques négociations. Suivante. Comment élaborer un projet de texte? Comment aborder les principaux enjeux qui sont à l'ordre du jour? Sur la partie droite de l'écran, vous verrez le sujet du mécanisme financier, du mécanisme technologique sur lequel j'ai travaillé. Donc, c'est assez typique du type de langage qui est utilisé lors des négociations. Donc, il commence par des paragraphes de préambule, ensuite des paragraphes opérationnels. Les parties soulignent certaines informations et conviennent de certaines informations. Donc, cela peut être une invitation au groupe des moins développés, par exemple. Voilà. Le langage utilisé est vraiment unique aux négociations. Ce n'est pas un langage très transparent, parce que c'est un langage qui est basé sur le consensus. C'est écrit de la manière à respecter le consensus. Si vous essayez d'influencer les négociations, ce qui intéresse le plus les gens, c'est d'avoir un langage qui marche dans ce type de mécanisme. Les gens veulent savoir comment insérer des mentions spécifiques. Donc, en général, on a une feuille, une page sur laquelle on a 9 points qu'on peut élaborer. Et autre point important, tout cela est fait en anglais. La seule salle où il y a de la traduction, c'est la salle plénière. Donc, la communication se fait uniquement en anglais, sur la base de textes en anglais. C'est injuste pour beaucoup de gens, mais c'est la manière avec laquelle les accords sont pris dans les négociations climatiques. Et donc, c'est important de savoir cela. On est toujours passionné par les sujets que l'on défend. Mais finalement, voilà un peu à quoi ressemblent les décisions qui sont prises. Ensuite, je vais parler de choses vraiment très pratiques. Quelque chose que j'ai appris à Dubaï. La négociation a lieu à des horaires incroyables. Ça peut être vraiment très tôt le matin ou très tard le soir. Et ça dure pendant des jours et des jours. Et donc, il faut avoir de bonnes chaussures parce que les salles de négociation sont assez éloignées. Il faut avoir des snacks, de quoi manger, de l'eau. Essayez d'avoir des personnes avec qui vous vous entendez parce que cela peut être compliqué. Donc, on va arriver un peu vers la fin. Essayez de dormir quand vous pouvez. N'oubliez pas de manger, de bien boire. Prenez soin de vous si vous tombez malade. Si vous êtes malade, si vous avez mal à l'estomac, prévoyez des choses, des médicaments, quelque chose qui vous fait du bien. En général, les négociations durent 3 semaines, donc c'est beaucoup de temps loin de chez vous. Donc c'est important de prendre soin de vous et de prendre soin des autres. Et diapositive suivante. Quelques lectures et références. Beaucoup de ces informations sont tirées d'un guide qui est gratuit.
Il y aura bientôt une mise à jour pour la prochaine COP, donc n'hésitez pas à le consulter. La terminologie des négociations climatiques aussi. Que signifie chaque terme, que ne signifie pas chaque terme. Et ensuite, mon livre qui est un peu ma vision des négociations climatiques. Donc, merci beaucoup. C'était vraiment un privilège de vous parler. Merci beaucoup, Brianna. Quel mélange de détails techniques et d'astuces vraiment pratiques. Donc, c'est vraiment exactement ce dont on avait besoin. Nous avons quelques questions. Nous avons beaucoup de questions. C'est la première fois qu'on a eu autant pour un intervenant. On va juste en prendre quelques-unes parce que c'est impossible de toutes les entendre. Comment tirer le mieux parti d'une COP? À quoi doit-on s'attendre si on n'a pas d'expérience sur une COP? C'est une grande question. Si je devais refaire une négociation, je pense que si la priorité est de soutenir une délégation ou un groupe, présentez-vous à ce groupe avant la session et rendez-vous disponible. On ne parle pas souvent du fait que les négociations sont injustes. Mon pays, les États-Unis, amènent 300 personnes et maintenant je travaille pour la Gambie et ils ont beaucoup moins de ressources, ils ont 10 personnes. Il est impossible qu'ils puissent suivre tout ce qui se passe dans la COP. Donc, offrez vos services, même s'il s'agit d'aller à une réunion de contact pour prendre des notes parce qu'ils n'ont personne à envoyer, ou aider à rédiger un résumé, un compte-rendu. C'est important de créer des connexions personnelles aussi avec les personnes qui ont besoin d'une action climatique et qui auraient besoin de votre aide. Donc, contactez en avance les personnes que vous allez assister et essayez de créer des connexions personnelles, éventuellement, c'est possible, avant la COP. Merci beaucoup pour ta réponse. Une autre chose, quelle est la partie la plus difficile des COP? Et un commentaire, tu es incroyable, merci d'avoir partagé ton expérience. Merci beaucoup, c'est très gentil. La partie la plus compliquée d'une COP, c'est la fin. Quand on essaye d'arriver à une décision, quand il y a du donnant-donnant qui est fait, ça peut être frustrant de voir quelque chose sur lequel vous avez travaillé pendant 3 semaines et qui a été négocié en échange d'une autre chose finalement et qui est donc éliminé. Et une autre chose, si vous êtes dans le système de la COP, vous savez ce qu'une COP peut ou ne peut pas faire. Et ça ne correspond pas à ce qu'on veut faire, à ce qu'on doit faire pour lutter contre la crise climatique. Et donc, c'est quelque chose de difficile au niveau personnel. Et c'est quelque chose auquel, pour lequel on doit rendre compte. Dans la COP, il faut essayer d'avoir un accord de toutes les parties. Et donc, même si on arrive à un accord, c'est bien loin des solutions qui sont nécessaires pour résoudre la crise climatique. Et donc, après cela, comment on fait pour résoudre la crise climatique? Donc, j'espère que vous pourriez tous vous impliquer le plus possible parce que nous avons besoin de beaucoup d'aide. Mais il faut savoir que l'activité climatique ne s'arrête pas à la COP. Et quand je vois ce que mon pays peut faire, ben, j'essaye de le voir un peu aussi en dehors du système de la COP. Comme tu l'as dit, la COP, ce n'est pas tout, mais c'est l'outil dont nous disposons, donc il faut s'en servir. Il y a une question aussi sur les différents types de badges. Pardon. Donc, il y a différents types de badges pour les participants. À quoi correspondent-ils? C'est quelque chose qui a beaucoup changé au cours des dernières COP.
Je pense que maintenant, il y a 6 types de badges différents. Quand j'ai commencé, il y en avait 4. Et donc, je pense que les badges qui ont le plus d'accès sont les badges des partis. Ils peuvent aller dans toutes les salles. Les autres badges ont un peu moins d'accès. Ce sont par exemple, il y a des sessions où il faut limiter le nombre de personnes qui va dans les réunions. Donc, dans ces cas-là, le badge n'est pas le même pour tous. Tout le monde n'a pas le badge des partis. Par exemple, les États-Unis, quand ils ont 300 participants, tout le monde ne peut pas avoir le badge des partis. Ensuite, il y a le badge des observateurs qui est décidé par les partis et qui est décidé en fonction des éléments à l'ordre du jour. Donc, certains éléments à l'ordre du jour sont ouverts aux observateurs, mais pas tous. Il y a beaucoup de réunions aujourd'hui desquelles les observateurs sont exclus. Donc, cela dépend aussi de chaque jour. Vous ne savez pas forcément au début de la journée dans quelle réunion vous allez pouvoir assister. Donc, il est important de vous renseigner pour le savoir. Ensuite, il y a les badges des médias qui ont accès aux espaces médias, uniquement aux espaces médias. Donc, c'est vraiment la presse, les conférences de presse, ce genre de choses. Ensuite, nous avons les badges des secrétaires, qui est un badge différent, qui travaille pour chaque secrétariat. Ils enregistrent les choses. Mais vous pouvez clairement voir qui travaille pour le secrétariat de par leur badge. Je crois qu'il y a d'autres types de badges, mais je ne me souviens plus lesquels, mais c'est déjà pas mal. Merci beaucoup de nous expliquer ces différences entre les badges. On arrive un peu au bout de cette intervention. J'aimerais savoir quelle est la partie préférée de ton travail. C'est une bonne question. Ce que je préfère de mon travail, c'est que j'arrive à rencontrer de nouvelles personnes dans les négociations et j'arrive à les aider. Maintenant, on a 2 présidents du groupe des pays les moins développés. Et donc, ce sont des personnes qui avaient travaillé dans des workshops que j'avais organisés. Donc, c'est vraiment super de les voir maintenant. Ce sont des gens qui parlent de manière passionnée et qui représentent des millions de personnes, des milliards de personnes qui sont impactées par le changement climatique. Donc, c'est vraiment gratifiant de voir cela. Et c'est vraiment gratifiant aussi de voir de plus en plus de femmes. Lors des premières COP, il n'y avait pas beaucoup de femmes, mais cela a un peu changé. Et je pense que c'est important d'avoir des femmes dans les positions de pouvoir. Donc, je suis vraiment très contente de pouvoir participer à ça. Merci beaucoup, Brianna, et c'est vraiment super de t'écouter. Merci beaucoup de nous avoir accordé ton temps parce que nous savons que tu es très organisée, tu es très prise, pardon. Donc, merci beaucoup encore. Donc, Brianna nous a parlé du point de vue des négociateurs, nous a donné un témoignage de l'intérieur, une négociatrice jeune aussi, mais qui a toutefois une certaine expérience. Donc, nous sommes vraiment très contents maintenant d'écouter Justina Aurea de Costa Bello. Elle est directrice nationale pour le changement climatique au Timor-Leste. Il est très tard où elle est actuellement, il est minuit. Donc, elle nous a envoyé des commentaires enregistrés. Donc, elle est désolée de ne pas pouvoir être en direct, mais elle répondra volontiers à vos questions si vous les envoyez par email. Donc, Justina est une négociatrice climatique pour le Timor oriental. Elle a commencé à représenter son pays
à la fin de l'année 2019, lors de la COP25 à Madrid. Dans son rôle de négociatrice, elle assiste les pays les moins avancés sur les pertes et dommages. Elle coordonne le programme New Generation dans le cadre de la Climate Leadership Initiative et la Loss and Damage Collaboration. Et elle renforce les capacités des négociateurs dans les pays en développement. Elle dirige la mise en œuvre des programmes nationaux dans le cadre du protocole de Montréal. Elle est responsable de superviser la stratégie nationale de conformité des projets approuvés par le Fonds multilatéral. Donc, je vais passer la parole aux commentaires enregistrés de Justina. Merci de la part du programme de formation des jeunes. Merci beaucoup, Brianna, de m'avoir impliqué dans cet événement important. Je suis vraiment contente de vous voir aujourd'hui. Donc, je vais parler de l'expérience en tant que négociatrice sur le changement climatique. Donc, aujourd'hui, je vais parler de la manière dont nous préparons une COP. Donc, on va commencer par la préparation avant la COP. Quelles sont nos contributions en tant que jeunes négociateurs? Pourquoi sommes-nous à la COP? Donc, avant la COP. Ensuite, je vais parler de la manière dont nous pouvons contribuer, même après la COP. Qu'est-ce que nous devons faire? Et enfin, je vais parler de la manière dont nous pouvons progresser en tant que négociateurs climatiques afin de mieux assister les délégations auxquelles nous participons. Donc, comment se développer, comment s'améliorer en tant que négociateur afin de parler au nom des communautés les plus défavorisées qui font face aux impacts du changement climatique. Donc voilà pour la préparation avant la COP. Pendant la COP, il faut s'attendre à des négociations très tôt le matin et très tard le soir. Tous les matins, il faut consulter l'ordre du jour de la journée qui est publié sur le site web de la CCNUCC. Il faut participer aux réunions de coordination. C'est là où on demandera aux coordinateurs de donner leur retour sur ce qui s'est passé et comment on peut mettre en place une stratégie pour la prochaine négociation. Donc, si vous assistez à cette réunion de coordination, vous comprendrez mieux. Et ensuite, vous pourrez expliquer aux autres négociateurs, voilà ce qui s'est produit. De cette manière, vous écouterez ce qu'ils ont à dire, vous enregistrez ce qu'ils ont à dire et ensuite vous le répéterez. Et donc, de cette manière, vous vous en souviendrez. Et de cette manière, vous vous améliorez chaque jour un peu plus. Vous devez également
aider si vous le souhaitez, mais c'est ce que je faisais. Moi, j'aidais, par exemple, ma délégation à chaque fois qu'elle en avait besoin. Tous les matins, je me levais très tôt et donc je consultais le site de la CCNUCC et je me préparais pour la journée. Et je consultais quelles étaient les réunions de la journée. Et ensuite, je faisais un résumé et je le partageais avec ma délégation. C'est aussi important pour certains pays. C'est la manière de connecter avec notre point focal national. Parce que c'est aussi la manière d'avoir plus de budget pour assister à ces réunions à l'avenir. Et comme je l'ai dit, c'est aussi une bonne pratique. Cela nous permet d'être à jour par rapport à ce qui se produit pendant les négociations. Une autre chose, c'est de ne jamais manquer une session de négociation. Par exemple, si vous voulez aller dans un autre événement, il faut informer l'un de vos collègues. Donc, vous l'informez pour dire, voilà, je vais participer à un événement qui est important. Donc, est-ce que tu pourrais me dire ce qui s'est passé? Donc, de cette manière, vous pourrez être constamment informé de l'avancée des négociations. Donc, quand vous reviendrez, vous saurez ce qui s'est passé. Donc, de cette manière, vous ne serez pas perdu. Parce que si vous revenez quelque part et que les choses ont changé, que des décisions ont été prises, vous pouvez être perdu. Donc, faites attention à cela. Une autre chose, vous ne devez pas donc manquer les négociations et être toujours dans la salle parce que il faut gagner la confiance du coordinateur ou du négociateur en chef. Dans les négociations, la confiance est quelque chose de très important. Parce que les négociations peuvent devenir très politiques. Et donc, pour garantir la confidentialité des positions, des stratégies de votre pays, les négociateurs en chef n'aiment pas inclure les jeunes négociateurs. Donc, essayez de suivre le plus possible ce que vous dit le négociateur en chef pour être inclus dans les prochaines réunions. Mais rappelez-vous aussi de prendre soin de vous. Si vous assistez à la COP pour la première fois, profitez de la COP, mais ne soyez pas trop dur avec vous. Et n'oubliez pas de faire du réseautage. Le réseau, c'est très important. Ensuite, la post-COP. Que se passe-t-il après la COP? Après la COP, vous rentrez chez vous, et donc vous allez participer à votre organisation, vous allez retourner à votre job habituel, mais assurez-vous d'avoir bien lu les décisions de la COP, d'essayer de savoir qu'est-ce qui a été décidé et de faire un suivi. Rappelez-vous des principales décisions qui ont été prises. Et donc, parfois, il faut faire des activités. Il faut mener à bien des activités. Des activités qui devraient être mises en œuvre avant la COP suivante.
Donc, pendant cette période suivant la COP, vous pouvez contacter les coordinateurs thématiques, voir un peu comment vous pouvez les aider. Donc, restez un peu dans la boucle de tout ce qui va se produire sur le sujet. Donc, essayez un peu de rester présent pour être dans le suivi de ce qui est fait après la COP. Voilà, c'est un peu tout ce que j'avais à dire en termes de négociations suivantes. Dans cette slide, donc, voilà comment se développer en tant que négociateur du changement climatique. Donc cette formation sur le changement climatique, ici, on renforce nos capacités pour devenir de bons négociateurs. On fait énormément de réseautage avec d'autres personnes. Il y a beaucoup de pays représentés dans cette formation. J'ai vu la liste et elle est très exhaustive. Il y a des négociateurs qui viennent de pays du monde entier. Donc, le but vraiment, c'est de construire, de créer des liens avec d'autres négociateurs, d'autres négociatrices. Faites-vous des amis, créez des liens, parlez des différents groupes, que ce soit le groupe UE, le groupe des pays les moins développés, etc. Nous tous, en tant que partie prenante, si nous pouvons créer des liens, alors vous allez vous retrouver à négocier avec des amis. Et à cet égard, ce sera plus facile pour nous, pour vous, de partager votre point de vue. Et ce sera plus facile aussi de trouver un terrain d'entente. Donc après avoir réseauté, qu'est-ce que vous pouvez faire? Eh bien, l'apprentissage, c'est un processus qui doit être concrétisé. J'espère que c'est clair ce que je veux dire, mais après avoir appris la pratique, disons, la théorie, disons, il faut concrétiser tout cela et le mettre en pratique. Donc, après avoir suivi toutes ces formations, vous allez devenir des négociateurs. Une fois que vous aurez fait cela et que vous avez énormément appris, que vous comprenez les différentes stratégies utilisées, les différentes procédures à suivre, alors l'étape suivante, c'est de multiplier vos connaissances. Si vous appartenez à une organisation dirigée par des jeunes, assurez-vous que tout ce que vous avez appris pendant la COP soit correctement transmis auprès de votre organisation ou de votre communauté. Partagez ces connaissances. Donc voilà, c'est mon point de vue personnel et si vous ne faites qu'apprendre et que vous ne mettez jamais en pratique, alors vous ne saurez jamais à quel point vous avez appris énormément de choses et il y aura toujours des lacunes. Donc, c'est vraiment extrêmement important pour vous d'utiliser cette pratique, de concrétiser toutes les leçons que vous avez apprises et aussi, et principalement, de les partager avec d'autres personnes. Et c'est comme ça que toutes ces connaissances perdureront et seront correctement transmises. Voilà, c'est tout pour moi. Merci beaucoup de m'avoir invité, de m'avoir proposé de participer à cette session. Je suis ravie. Merci beaucoup à toute l'équipe de formation, Lexis, Brianna, Kaya,
continuons à travailler ensemble. Vous avez aussi mon contact à l'écran, donc n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions. Et vous pouvez tout à fait m'envoyer un email. Et j'espère qu'on se verra à la COP28. Merci beaucoup. Incroyable, c'était extrêmement utile. Et c'est et je vais tout à fait transmettre à Justina les commentaires que je vois dans le chat. C'est très pratique, très utile. C'est ce qui ressort le plus. Donc voilà, le but, c'est de s'assurer que l'on crée des liens pendant la COP. Parce que ce qui est utile à la COP, c'est d'être rassemblés tous au même endroit. Et c'est une vraie opportunité de collaboration. Et Brianna l'a dit, la COP, c'est un des outils que nous avons. Et le but, vraiment, c'est de renforcer ces liens pour donner naissance à d'autres projets. Alors, merci à Justina. À présent, nous allons prendre une petite pause de 5 minutes. N'hésitez pas à vous étirer. Et on reviendra dans 2 minutes. Et c'est Augustine qui parlera des prochains projets de la Global Youth Coalition. En attendant, je voulais juste rappeler à ceux qui écrivent dans le chat et dans le question-réponse, je voulais juste vous dire merci, en fait. C'est extrêmement utile. Euh, c'est très important et très utile pour nous de voir que les gens ont apprécié cette formation. Donc, si vous avez des commentaires, surtout n'hésitez pas à nous les transférer. À présent, nous allons faire une petite pause de 5 minutes. N'hésitez pas à vous hydrater, à vous étirer. On se retrouve dans 5 minutes. Merci beaucoup. On vous enverra également un formulaire qui est toujours actif au 20 novembre. Comme Alexis l'a dit, c'est extrêmement important de pouvoir suivre toutes ces formations. On partage tous des moments, donc n'oubliez pas de participer aux réunions. Utilisez les connaissances que vous avez accumulées ici et faites énormément de réseautage parce que c'est pour tous les activistes qui luttent pour la planète. Donc, on va être rassemblés au même endroit et c'est incroyable. Donc, on se retrouve dans 5 minutes après la pause. À tout de suite. Et on va mettre un petit peu de musique relaxante.
Eh bien, alors on est de retour. J'espère que ces quelques minutes vous ont permis de vous relaxer, de vous étirer, que vous avez pu boire de l'eau. C'est toujours important de boire de l'eau parce que 70% de notre planète est composée d'eau et que nous sommes également composés d'eau. Nous devons protéger les océans et lutter contre l'exploitation minière en eau profonde, parmi tant d'autres choses. Alors, comme vous le savez, toutes ces sessions sont disponibles sur notre chaîne YouTube. Et nous avons des volontaires qui nous aident, Renato, Stéphanie, etc. Nous avons une énorme équipe de bénévoles qui nous aident à gérer cette chaîne YouTube. Donc, merci, un tout grand merci à eux. Merci à ces volontaires qui nous soutiennent pendant ces formations. Comme je le disais dans le chat, tout cela serait impossible sans l'aide et le soutien que chacun apporte à chaque fois. C'est ce qui nous permet de continuer session après session et nous sommes ravis d'avoir ces personnes avec nous et d'apprendre à les connaître à travers le réseautage. À présent, nous allons regarder une vidéo qui parle des surprises que la coalition a pour vous. Alors, on parle de reforester pour la paix, replanter des arbres pour la paix. Cette vidéo illustre un travail intense réalisé au cours des dernières années. Nous n'avions qu'un petit budget et nous avons réussi, malgré tout, à transformer ce projet en une réalité. C'était très important pour moi. On continue à chercher des fonds. Mais le but, c'est non seulement de former des gens, mais nous voulons également équiper des gens, des ONG, des jeunes, 500 ONG à travers le monde entier. Le but, c'est d'avoir une GoPro, un drone, un téléphone portable pour pouvoir commencer à partager des images et des solutions climatiques. Parce que nous vivons dans une bulle climatique. Et il faut sortir de cette bulle, il faut faire éclater cette bulle pour montrer à des personnes qui ne sont pas intéressées par le changement climatique tout ce qu'il y a ailleurs dans le monde. Et c'est pour ça que la coalition mondiale est ravie de partager ce projet avec vous aujourd'hui. Je pense que quelques personnes ont déjà vu cette vidéo et ça faisait longtemps que je voulais la partager avec vous. Mais voilà, on peut y aller. Fred, c'est parti. Bonjour tout le monde, la coalition Jeunes mondiale est ravie de vous présenter aujourd'hui le projet Reforester pour la paix. Cette année, nous avons expérimenté plus que jamais les effets du changement climatique, des écosystèmes pollués, des vagues de chaleur et des inondations. Ces dernières, par exemple, ont pris la vie de plus de 57 000 personnes au cours des dernières décennies. Par conséquent, nous devons repenser comment nous gérons la crise climatique et sociale, car le manque de contenu conscient et captivant peut mener à une déconnexion de la part du public. Ce projet s'occupe de cette question en apportant des capacités de réalisation vidéo à partager sur les réseaux sociaux. Avec ça, dans le cadre de la stratégie GYC, le but est d'autonomiser la jeunesse, les scientifiques climatiques et les ONG. Greenpeace et Oxfam ont déjà quelques exemples de comment la réalisation de vidéos a un impact sur le soutien et l'implication que cela génère. Oxfam a mentionné que le film I Am Hope a augmenté les dons à l'organisation de 15%. Toutes les organisations n'ont pas la capacité ou l'équipement de créer des contenus de bonne qualité et de sensibiliser sur les solutions actuelles. Notre plan est ambitieux mais nécessaire. Nous allons former 5000 jeunes avec des compétences de réalisation de films et de contenus créatifs pour les mettre en lien avec 500 ONG. Le but, c'est de donner du pouvoir, de l'autonomie aux ONG avec une collaboration avec ces jeunes, la jeunesse, les organisations locales et les scientifiques climatiques vont unir leurs forces pour lutter contre le changement climatique de manière efficace. Avec cette formation compréhensive, Refreshing for Peace, le but est de former les jeunes aux capacités de réalisation de vidéos en créant du contenu attrayant pour augmenter les possibilités de collecte de fonds.
Nous voulons sensibiliser sur différentes problématiques environnementales et sur les solutions basées sur la nature qui existent déjà aujourd'hui. Le but est d'inspirer des individus qui pourraient être intéressés à ce propos. Notre plan est certes très ambitieux, mais nous avons déjà démontré que nous étions capables de faire la différence à travers des projets mondiaux. Nous avons formé 5000 individus à travers 13 sessions interprétées en direct dans 4 langues. Et notre première session a eu une participation d'environ 13 000 jeunes. Alors à présent, profitez de notre vidéo promotionnelle. Écrivez-nous, agissez. Des quartiers entiers balayés par des inondations catastrophiques. Le sud de l'Europe euh, enregistre des températures records à travers cette vague de chaleur. 1 million d'espèces d'animaux et de plantes à travers le monde entier sont menacées d'extinction. Eh bien, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. On travaille sans relâche pour pour faire en sorte que cette planète soit un endroit plus agréable et plus sûr. Et nous avons encore énormément de projets, notamment grâce à la coalition, la Global Youth Coalition et à notre travail avec Oxford Net Zero. L'année prochaine, nous allons également recevoir des orateurs qui viennent de National Geographic, de Nature Conservancy. On parle aussi d'ambition sur Netflix. Et le but, c'est vraiment d'interagir avec des orateurs reconnus à l'échelle mondiale. Nous avons besoin, autant que possible, d'avoir les meilleurs outils, les meilleurs formateurs pour faire un plaidoyer hautement qualitatif et pour s'assurer que notre avenir soit le plus durable possible. Alors, je suis désolée si ma connexion n'est pas optimale. Je suis connectée depuis une tente dans un camping dans les montagnes. Alors, je me déplace un petit peu dans le camping pour essayer de voir où est la connexion, où la meilleure connexion. Et là, je suis dans les montagnes. J'essaie de voir aussi comment vont les communautés dans ces régions, quelles sont les conséquences du changement climatique dans cette région du monde. Et le but pour moi, c'est vraiment d'améliorer mon plaidoyer et d'expliquer quels sont les besoins pour notre avenir. Voilà, c'est tout. Alors, j'espère que beaucoup d'entre vous vont postuler à cette formation que nous allons organiser. Et à présent, j'aimerais donner la parole à mes collègues, mes chers camarades d'Équateur. Ils viennent d'Équateur, ils sont musiciens, leur nom c'est Runa Rap. C'est un groupe qui vient d'une communauté qui s'appelle la communauté Teguche. Donc nous allons revoir Nin Fuyuwaran, Andrés Pijamba, qui est le DJ et producteur avec lequel j'ai échangé ces dernières années. Et j'espère que vous allez tous et toutes apprécier ce moment musical qu'ils ont préparé spécialement pour vous. Si vous avez des questions à leur poser, n'hésitez pas à leur écrire.
Peut-être qu'on aura quelques instants avec eux pour parler, pour voir ce que c'est que d'être musicien venant d'une communauté autochtone. Et ce n'est pas toujours une réalité que les gens connaissent. Donc voilà, merci. Fred, tu peux y aller.
Incroyable. Waouh. C'était vraiment impressionnant. Andrés, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. C'était vraiment incroyable. Je te vois un peu sérieux, mais nous avons quelques questions qui ont été publiées là. D'abord, est-ce que tu peux nous dire quelle est la langue de la musique? Est-ce que c'est quechua ou quichua? Bonjour à tous. Je suis vraiment très heureux de présenter le projet. Une seconde. Juste une chose, si vous ne comprenez pas, vous pouvez changer de canal, vous pouvez passer d'une langue à l'autre. Est-ce que tu vas répondre en anglais ou en espagnol? Je vais répondre en espagnol, je pense. Et de cette manière, les traducteurs vont pouvoir te traduire. D'accord, merci. Donc, bonjour à tous. Je m'appelle Andrés et je suis vraiment très heureux de présenter le projet qui s'appelle Una Rap. Nous sommes de l'Équateur et donc nous mélangeons les sons traditionnels avec des sonorités rap et je suis vraiment très heureux de présenter ce projet. Et merci beaucoup de m'avoir présenté. Et notre musique, nous la faisons en langue quichua. Donc, c'est la langue typique de notre communauté en Équateur. Génial, Andrés. Et donc, quelle est la différence? Est-ce que tu peux nous expliquer la différence entre le quichua et le quechua pour que les gens dans le monde entier comprennent? Il y a quelques variations dans l'alphabet. Le quichua et le quechua ont cette différence. Nous utilisons beaucoup le K et dans le quechua, ils utilisent plus le Q. Donc, c'est un peu la principale différence qu'il y a dans l'alphabet entre le quichua et le quechua. Mais nous partageons beaucoup de racines entre le quichua et le quechua. Ce sont un peu ces petites différences qu'il y a entre les deux. Une autre question. Qu'est-ce qui t'a motivé à être musicien rap dans ta langue natale? Est-ce que ça a été un obstacle? Est-ce que ça a été un défi de le faire dans ta langue? Oui, nous avons vu le besoin qu'il existait dans notre société parce que la langue quichua dans notre région était en train de se perdre et notre identité également. Et donc, en tant que jeunes, nous avons détecté le besoin de mélanger notre langue avec certaines choses qui étaient consumées par les masses en général, par la société. Donc, nous avons vu que le rap était un outil, en plus d'être un outil musical, nous avons vu que c'était un outil culturel, un outil comme une arme sociale. Et ça nous permet de faire entendre notre voix. Donc, nous utilisons cette langue et le langage musical afin de pouvoir diffuser nos messages et de parler des problèmes qui nous touchent. Et peut-être que ça peut parler aux personnes qui nous écoutent, peut-être qu'ils peuvent s'identifier avec notre musique. Et donc, c'est une recherche identitaire. Cela a pour but de renforcer notre identité. Et donc, c'est vrai que ça a été difficile au cours de notre carrière, mais on continue à lutter. Merci beaucoup. Et une dernière question. Qu'est-ce que tu penses de l'artivisme? Donc, le fait de combiner l'activisme et l'art avec des disciplines comme la peinture,
quand nous sommes activistes, on se limite à l'activisme, mais l'art peut être une arme. Qu'est-ce que tu en penses? Je pense que l'un des principaux outils dont nous disposons pour exprimer ce que nous ressentons, c'est l'art. Donc, nous voyons l'art comme une expression globale qui n'est pas nécessairement limitée à un pays. On n'a pas besoin d'être du même pays pour comprendre l'art. Et donc, nous avons fait beaucoup d'activisme. Nous, les otabaleños, nous sommes toujours en train de renforcer notre identité à travers l'art, à travers l'artisanat. Et donc, nous luttons pour nos racines et donc pour les choses que nous voulons dire. Et donc, dans notre cosmovision, l'art est très important. Et dans la dernière chanson, nous avons parlé de Pachamama. Et donc, ne pleure pas, terre-mère. Ne pleure pas, terre-mère. C'est un peu le message que nous lançons. Donc, c'est une forme d'activisme contre la pollution, contre les mines. Nous luttons jour après jour contre ce genre de choses. Et donc, nous sommes défenseurs de notre souveraineté, notamment la souveraineté alimentaire. Et nous luttons également pour défendre toute la biodiversité que nous avons. Merci beaucoup, Andrés. Merci pour cette musique incroyable que tu nous as offert aujourd'hui. Nous t'envoyons un salut fraternel et c'était vraiment un plaisir de t'écouter. Donc maintenant, je suis très heureux d'avoir ici Andrés. C'était vraiment très bien d'écouter ce qu'il nous avait à dire, la manière dont il expliquait comment il défend son identité, comment il essaye de récupérer son identité. Et donc, moi, je vois à l'université, mon ami Inti m'a dit à quel point il était important pour toutes les cultures en Équateur, de défendre leur culture. Moi, je suis un métis et ma culture autochtone est très importante. Et donc, ma manière de faire de l'activisme, c'est aussi de récupérer la culture de mes ancêtres en ayant les cheveux longs, par exemple. Donc, voilà, merci beaucoup, Andrés. Maintenant, Alexis va vous expliquer la suite. Mais aujourd'hui, nous avons appris beaucoup de choses, de la manière de faire du networking, à quel point tout cela est important. Si vous ne savez pas comment faire, vous pouvez entrer en contact avec les petits pays pour pour leur proposer ce que vous voulez faire. Nous pouvons travailler de manière collaborative, que ce soit pendant la COP, que ce soit pendant le reste de l'année, parce que nous sommes tous sur cette planète et nous sommes un seul peuple. Merci beaucoup, Agustin, et merci beaucoup, Andrés, pour ta musique. C'était vraiment très intéressant. Juste pour finir, vous pouvez consulter notre formulaire de participation jusqu'à novembre. Vous pouvez aussi l'envoyer par email. Donc, vous avez jusqu'au 20 novembre pour le remplir. La dernière partie de notre session, nous allons aller dans différentes salles. Je vais vous envoyer un lien. Je vais vous envoyer un lien pour une réunion Zoom. Donc, il y aura différentes salles en fonction de la langue. Vous avez reçu un email dans votre boîte mail en fonction de votre langue. Donc, vous allez savoir un peu dans quelle salle vous allez devoir être. Donc, en fonction des salles, il y aura
une salle différente en fonction des langues, pardon. Nous enverrons le certificat dans quelques semaines. Donc, nous aimerions avoir également votre feedback. Donc, ce qui concerne les certificats, nous les enverrons d'ici la fin novembre. Donc, il faut faire ça de manière manuelle parce que certaines personnes ont changé leur email depuis le début du cours. Donc, cela peut prendre un peu de temps, mais vous allez tous recevoir un certificat. Et pour finir, nous allons également avoir un formulaire pour toutes les personnes qui sont à Dubaï pour pouvoir nous rencontrer une fois que nous serons à Dubaï. Donc, ce serait vraiment super de vous rencontrer à Dubaï. Nous vous rappelons aussi que vous avez accès à beaucoup d'autres informations sur Terra, donc n'hésitez pas à utiliser cette plateforme puisqu'elle est disponible justement pour vous. Donc voilà, c'est notre partenariat qui nous permet d'avoir ces informations. Et nous avons également le groupe Slack. Donc nous allons nous retrouver maintenant sur Zoom. Je vais vous envoyer les liens dans le chat. Donc vous devriez avoir cela dans votre boîte mail normalement. Et donc vous allez rejoindre une salle spéciale en fonction de votre langue. Et nous allons réaliser des quiz. Vous pouvez réaliser ce quiz au cours de la discussion avec les autres personnes ou vous pouvez le faire un peu plus tard. Donc, toute cette information est dans les emails. Donc, nous avons terminé ce webinaire Zoom et nous allons nous retrouver dans une session Zoom. Donc, on vous revoit dans quelques minutes. Donc, merci beaucoup. C'était vraiment une expérience incroyable. C'était vraiment incroyable de découvrir tous les témoignages des personnes. Et à tout à l'heure. C'est la dernière session, désolé. Vous allez me manquer. Donc, allez à la réunion Zoom. Donc, voilà, les personnes vont quitter la session.